Tous, merci encore pour l'invitation. Moi, le sujet est un petit peu vague, donc le clip tricuspide. J'ai décidé de faire un petit aperçu sur qu'est-ce qu'on a appris de nouveau sur le clip tricuspide en 2021, où est-ce qu'on en est. Voici mes conflits d'intérêts. Donc en fait, on connaît un peu la situation maintenant de la tricuspide. En gros, aux États-Unis, on est sur 1,6 million d'individus atteints de fuite tricuspide sévère. On est sur 500 chirurgies et donc clairement, il y a de la place pour un traitement percutané. Si on prend le traitement percutané globalement, est-ce qu'il a fait ses preuves? Si on voit le registre Evalve qui collige les cas de traitement percutané dans plusieurs pays de l'Amérique du Nord et de l'Europe, quand ils ont été comparés avec un propensity matching sur 2 registres prospectifs de patients traités médicalement, avec en endpoint la mortalité ou insuffisance cardiaque, on voit très bien que les preuves sont là. En fait, les patients qui ont été traités par voie percutanée avaient une meilleure survie sans insuffisance cardiaque et ils avaient une meilleure survie tout court. Donc Trivalve, c'est quand même tous les traitements percutanés confondus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a si on va vraiment sur le triclip qui est le sujet de la présentation? Donc en fait, les nouveautés de 2021, c'est qu'on a eu le suivi à 1 an de Triluminate, donc étude un seul bras. Donc on avait eu jusque-là les résultats le résultat à 30 jours, on est passé à 1 an. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même, en partant chez des patients où 92% avaient une fuite sévère, massive ou torrentielle, en fait on atterrit avec 71% d'absence de fuite, de mild ou de modéré. Ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est que, alors là la différence n'est pas significative, c'est que si on compare le 30 jours à l'année, en fait au final, ça ne ressort pas, mais on voit quand même qu'on a 60 versus 70%. On pourrait se demander si on pouvait manquer de puissance pour ressortir une différence. En tout cas, si on voit les impacts sur les patients, si on regarde les classes ANYHA, là aussi, on partait de patients sévères qui sont 3 ou 4 et on finit avec 83% de patients, que ce soit à 30 jours ou à 1 an, qui sont un ANYHA 1 et 2. Alors, ce qui est très intéressant à regarder dans Triluminate, c'est vraiment les effets sur l'écho. Donc, en fait, globalement, tout s'améliore si on regarde les paramètres du ventricule droit, de la fuite tricuspide. Mais ce qui est très intéressant dans ce tableau, et c'est ce que j'ai encadré, c'est qu'est-ce qui se passe entre 30 jours et 1 an. Et en fait, on voit qu'au-delà du 30e jour et jusqu'à l'année, on a une amélioration, que ce soit de la vena contracta, du volume régurgitant, de la veine cave et surtout du ventricule droit. Donc on voit que ces dimensions vont s'améliorer, sa fonction va s'améliorer. Donc on a l'impression qu'une fois qu'on est sorti du bloc après un clip tricuspide, on n'a pas dit notre dernier mot. Et en fait, il y a une espèce de cicatrisation qui va se passer dans les mois qui viennent. Après, clairement, il faut maintenir les diurétiques dans un premier temps, aider ce ventricule, mais en tout cas, on peut encore espérer une amélioration sur les mois qui viennent et jusqu'à l'année, au moins, d'après cette étude. Si on passe aux outcomes durs de mortalité, en fait, il n'y avait pas de chirurgie chez ces patients. La mortalité était de 4,8% et les MACE à 7,1%. Et bien sûr, ce qui ressort toujours, c'est l'important, c'est de faire sortir nos patients de bloc avec une fuite modérée ou moins et pas sévère, parce que vous voyez quand même qu'il y a plus d'événements chez ces groupes-là. Par contre, ce qui est intéressant, dans les groupes modérés ou moins, jusqu'au 150e jour à peu près, on n'a pas d'événements quasiment. Donc la safety, elle est là, et l'efficacité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau aussi sur les critères anatomiques? Pour être honnête, pas grand-chose. Il n'y a pas eu de gros critères qui sont sortis cette année. On reste avec le gap important, la grande surface d'orifice régurgitant, le tenting et la localisation du jet. Moi, j'aime bien ce tableau, ce graphe qui est un peu simple / simpliste, mais en fait qui marche très bien. Donc, on a les patients qui ont un gap supérieur à 7,2 et un jet qui n'est pas antéroseptal, qui n'est pas central. Et cela, c'est un taux de succès de 0%. Et en fait, on a à l'autre extrême les gens qui n'ont pas de gros gap, qui ont un jet central antéroseptal et où on peut espérer un 92%. Et entre les deux, on a à peu près tous les chiffres qui se situent. Je trouve que c'est assez simple pour une première réflexion avant de se lancer plus loin dans les cas.
Alors, quid des patients porteurs de pacemaker et défibrillateurs? C'est vrai que là, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, mais je pense que le travail de Philippe Lurtz de 2019 était déjà assez complet, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus. Donc, il nous avait montré que la majorité des sondes vont se retrouver surtout en postéroceptal, et c'est une bonne nouvelle. Par contre, comment réfléchir devant ces cas? Soit on se dit le patient n'a pas de fuite, et ça c'est cette table, c'est la première colonne, on a 87% de succès. Soit c'est que la sonde qui crée la fuite, et dans ce cas, il ne faut pas y aller. Et en fait, on a les cas de figure où la sonde, elle est là, mais elle ne contribue pas du tout à la fuite, ou elle est là et elle contribue. Et en fait, on voit que le taux de succès est le même, mais on a une surface d'orifice régurgitante à la fin qui est plus importante quand les patients ont une participation de la sonde à la fuite. Donc, comment réfléchir sur ce cas? Je pense qu'aujourd'hui, quand on a un patient qui a une fuite partiellement due à la sonde, on peut, dans certains cas, enfin en tout cas c'est un peu notre pratique, de se dire que bon, s'il y a une bonne participation fonctionnelle aussi, ça se trouve, on peut quand même essayer de faire quelque chose si le patient est très symptomatique, tout en sachant qu'on ne promet pas de guérison, on promet juste une réduction de fuite, mais on peut y aller quand même avec 85% de succès. L'élévation de seuil, là aussi, c'était assez complet, le papier de Lurtz. Donc, il y en avait si on regarde la moyenne, mais il n'y a pas eu besoin de repositionner les sondes. Donc, l'innocuité est là. Alors, l'IM, nous, on n'a pas trop progressé dans ce domaine. Il n'y a pas eu de nouveaux papiers dans ce domaine. Est-ce que les patients qui ont une fuite mitrale, fuite tricuspide concomitante, il faut les traiter ou pas? Donc, en fait, on sait que c'est des patients qui ont une surmortalité, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire la fuite tricuspide? Nous avions regardé ça entre TRAMI et TRIVALVE. Donc, TRAMI, c'est le registre allemand, et à l'intérieur, les patients n'ont qu'un clip mitral, y compris ceux qui n'avaient eu que le clip mitral, même s'ils avaient une fuite tricuspide sévère. Et dans TRIVALVE, il y a des patients qui étaient inclus parce qu'ils ont eu un clip tricuspide, mais en pratique, ils ont eu aussi un traitement mitral. Et ce qu'on avait vu dans cette étude, c'est qu'en pratique, les courbes divergeaient assez rapidement. Donc, vous voyez que même, on n'a même pas à attendre 3 mois pour voir une divergence. Donc, très vite, les patients qui ont eu un traitement bénéficient en termes d'outcome dur de mortalité. Donc, ça pousse à réfléchir parce qu'on pourrait être tenté de se dire bon, bah, je vais faire ma mitrale, j'attends 3 mois, si la tricuspide n'a pas régressé, bah, je la traite. Mais on voit ici que les courbes divergent assez tôt et ça pousse à se poser des questions sur est-ce qu'on a le droit. Surtout qu'on a une réduction de mortalité de moitié qu'on peut espérer avec ce traitement. Alors, dans la sélection de patients, toujours ce débat sur l'échographie dans l'HTAP pour évaluer l'HTAP. Et en fait, nous, on avait montré que l'HTAP échographique n'avait pas beaucoup de valeur. Et en fait, Lurtz avait rajouté dessus en comparant avec le cathétérisme, et il a montré qu'il y a une grosse discordance dans la mesure de pression pulmonaire entre invasive et non invasive chez les patients qui ont l'IT. Et effectivement, quand on prend l'invasif, ça sort. Et les pires pronostics, c'est ceux qui n'ont pas d'HTAP à l'écho, mais ils ont une HTAP au cathétérisme. Donc le cathétérisme doit être systématique. Et cette année, le rajout qu'on a eu vient de Stocker qui nous a montré qu'en fait, au-delà de regarder l'HTAP, il faut regarder si elle est pré- ou post-capillaire. Et c'est ce groupe qui est très intéressant. C'est le précapillaire, en fait, qui a le pire pronostic, s'il a une pression pulmonaire supérieure à 30. Par contre, le post-capillaire versus pas de pression pulmonaire, vous voyez bien que leur pronostic se ressemble pas mal. Donc, cathé droit, plus, on reste sur cette direction. Et pour finir, sur la fonction VD, nous, on avait démontré que le TAP-C, le RVFAC, les dimensions échographiques, on n'avait pas trouvé de différence. Et en fait, l'équipe de Leipzig nous a ramené des nouveautés cette année en rajoutant l'échographie en coupe et en nous montrant qu'effectivement, le TAP-C ne marche pas, mais par contre, la FEVD, elle marche, et c'est la FEVD qu'on va voir à l'IRM. Et en fait, ils nous ont expliqué qu'en gros, il y a la dysfonction longitudinale qui est compensée par la fonction circonférentielle. Et donc, c'est vraiment les patients qui ont la double dysfonction. Donc, le FEVD effondré, ça veut dire que le ventricule droit ne se rattrape plus ne rattrape plus sa fonction longitudinale. C'est ceux-là qui ont le pire pronostic, qui sont dans la courbe d'en bas. Donc, aujourd'hui, on va de plus en plus avoir tendance à utiliser l'imagerie en coupe si on veut vraiment évaluer notre VD. Dans le papier, quand même, il nous montre que le strain échographique a quand même des résultats assez proches de ces résultats d'imagerie en coupe, le problème restant la reproductibilité. Donc, pour finir, en 2021, qu'est-ce qu'on a appris de plus ?
Le bénéfice, il est là, il va continuer à venir dans l'année qui suit le clip. Le bénéfice clinique, il est là, mais aussi il est échographique. Et on a plusieurs réponses sur le choix des patients. Le rôle de cathétérisme droit est prépondérant. Le rôle de l'imagerie en coupe est là. Bien sûr, on a encore beaucoup à apprendre, mais je pense que l'année 2021 a été particulièrement riche en termes de clip tricuspide. Merci à tous.